Autrefois dans un système intensif, Jean-François Glinec a aujourd'hui fait le choix de l'extensif et de l'agroécologie. Soucieux de son environnement, il fait également partie du réseau des observateurs du Conservatoire botanique national de Brest, pour lequel il fait des relevés botaniques depuis 1997. Enfin, au cours des dernières années, il a permis l'installation de 3 jeunes sur sa ferme. Bonjour Jean-François. Bonjour Alexis. Comment ça va ? Ça va. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi je suis Jean-François Glinec, je suis producteur de lait à Saint-Urbain. Je suis installé avec mon frère Olivier depuis une 30aine d'années. On est en production laitière saisonnalisée, donc en vélage groupé de printemps, en 100% prairie permanente et avec des animaux croisés. Donc Saint-Urbain, c'est dans le Finistère pour. Ouais. C'est combien de vaches ? Quel type de troupeau tu as ? Alors on est dans le Finistère, on est en gros à 15 km au sud de Brest. Donc on a 75 vaches laitières croisées sur en gros 80 hectares. Ok. Donc quand tu dis croisé, c'est quel type de race qu'on peut retrouver ? Montbéliarde, rouge suédoise, jersiaise, et là on part sur des types plutôt néo-zélandais. Ok. Donc c'est des vaches plutôt petites qui font entre 4 et 500 kilos. Des kiwis ? Ouais, certains appellent ça kiwi, moi j'appelle ça des races bâtardes ou corneaux. Donc c'est un système très pâturant. Oui. Ça n'a pas toujours été le cas sur l'exploitation. Non. On a démarré avec un troupeau très intensif. On avait des Holsteins. Donc, c'est des animaux qui faisaient beaucoup de lait, mais qui ne duraient pas longtemps. C'était combien de litrage ? On est monté à plus de 10 000 de moyenne d'étable. Mais c'était un peu... techniquement, ça le faisait. On n'a jamais été très mauvais dans le système, mais c'était le... On avait l'impression de financer beaucoup de monde, sauf nous. Et les animaux étaient pas forcément bien, puisque on leur tirait trop dessus. Donc petit à petit, suite aux premiers essais de Trévarès, la réduction des concentrés, on avait arrêté les concentrés de production. Donc on a vu que ça allait un peu mieux. Les vaches s'en sortaient mieux, elles étaient moins malades. Et après, en 2010, quand les aides PAC ont été découplées, on a arrêté le maïs et on est passé en toute herbe. Parce qu'avant, c'était quel assolement qu'il y avait sur la ferme ? On avait un gros tiers maïs et 2 tiers herbe. D'accord. Et combien d'hectares à peu près ? On était sur 72 hectares. T'es passé de ce système très intensif à un système, on va dire, extensif, agroécologique même ? En fait, ça s'est fait par la limitation des charges. Ouais. Beaucoup. Et après, en 2018, une fois qu'on avait éliminé à peu près toutes les charges, on est passé en bio. Qu'est-ce que ça fait de changer de système comme ça, enfin, d'un extrême à l'autre, si on peut dire ? Au niveau du revenu, c'est plutôt mieux. Sauf en 2022, on a chopé la grosse sécheresse. Là, on a pris cher. Mais autrement, on est plutôt mieux. Et ce qui est impressionnant, c'est pour la qualité de vie des animaux. Oui. Puisque là, on a sur 75 laitières, on a 20 animaux à plus de 10 ans. Et elles sont dehors vraiment toute l'année ou... Non, mais c'est le fait de baisser en production, plus de croisement. Et je pense que la prairie permanente aussi apporte un petit plus, parce qu'il y a plus d'espèces végétales. Et donc, je pense que les vaches s'en sortent pas plus mal. 8 graminées et légumineuses par jour, ça le fait. C'est comme les 5 fruits et légumes par jour. C'est comme pour nous. Je pense que plus c'est diversifié, mieux on se porte. Enfin, c'est une constatation personnelle. Et juste avant, justement, d'aborder cette partie botanique, juste pour comparer au niveau de la production de ce que tu faisais on a avant. Divisé par 2. Donc là, c'est à l'année ou c'est combien On produisait 500 000 à nos débuts, maintenant on produit 250 000 litres, mais sans perte de revenus, même voire amélioré. Parce que là, aujourd'hui, il y a très peu de charges. Oui, il y a les récoltes, c'est tout. Si on s'intéresse à la botanique, on va dire que tu es un botaniste. Comment tu te qualifies ? Alors aujourd'hui, je t'ai fait venir dans les locaux du Conservatoire national botanique de Brest pour être un peu dans le bain. Donc c'est un établissement
public, semi-public. C'est un organisme chargé d'étudier la flore bretonne et du Grand Ouest, puisqu'on a la Sarthe, la Mayenne, là on va perdre la Normandie, et on a les Pays de Loire. Il y a 35 personnes qui travaillent ici. Et moi, je suis ici en tant que bénévole depuis 1997. Ok. Ouais, donc tu es membre du réseau des observateurs. C'est ça. Donc, en parallèle des 40 salariés ici, il y a un réseau de 600 bénévoles qui envoient des données au conservatoire. Qui envoient des données et puis qui animent aussi, surtout de la Bretagne, des petits groupes, des sorties botaniques, etc. Donc depuis 97, tu lui donnes de la donnée. Ouais. Donc moi j'ai envoyé ici entre 40 et 50 000 données concernant un peu plus de 1000 espèces. Donc quand tu dis envoyer des données, c'est quoi? C'est de dire à tel endroit il y a telle plante? C'est ça, c'est une donnée et une géolocalisation. Tu as commencé à t'intéresser à la flore autour de chez toi en 97 ou c'était quelque chose qui t'intéressait déjà avant? Moi, le côté campagnard, la connaissance des campagnes, ça m'a toujours intéressé. Et puis une rencontre a fait que je me suis retrouvé ici. Je pense que j'aurais pu être ailleurs. J'aurais pu être au groupe mammalogique breton ou à Bretagne vivante ou étudier les oiseaux. Mais bon, je me suis retrouvé là et puis j'ai beaucoup travaillé. Combien de temps ça te prend? Est-ce que c'est un boulot en plus de ton activité Quand je fais des articles, oui, c'est un travail, parce que c'est assez fastidieux. Mais autrement, faire des relevés, non, c'est un plaisir. Ok. Donc tu fais ça un peu le soir, le dimanche, ou quand j'ai le temps. C'est une passion, quoi. Ouais, voilà. Okay. Comme certains vont à la chasse, d'autres vont à la pêche. Moi, je vais inventorier des plantes. Et tu t'es formé comment? Beaucoup tout seul, et puis avec les autres membres du réseau et les botanistes professionnels qui sont basés ici. Autour de ta ferme Alors nous, sur la ferme, on a entre 300 et 350 espèces de plantes à fleurs. Ouais. Et là, on a commencé à recenser les mousses et les hépatiques, et on arrive déjà à une 60aine. Et tu disais tout à l'heure que les mousses, c'était compliqué. C'est dur. C'est dur, et même je te dis que je serais pas bon. Je pense pas que j'arrive à être bon parce que c'est tellement fastidieux. Faut être précis, faut être tenace, je pense, pour arriver à bien percer dans ce milieu-là. Et puis il faut beaucoup de temps. Ouais. Parce que mettre un nom sur une mousse, surtout au début, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 soirées pour être sûr. Avec des docs qui sont que anglaises, passage obligatoire sous la loupe binoculaire et souvent le microscope. Ok. Donc ça prend énormément de temps. Tu m'as envoyé pas mal de docs, donc tu as écrit des articles, certains plutôt scientifiques, d'autres un peu plus littéraires. Après, moi, je suis pas scientifique, mais on peut... j'avais fait mon premier article sur la flore de la ferme. Oui, c'est ça. C'était un témoignage à consonance scientifique. Ok. Voilà, donc c'était assez complet, et moi j'avais envie de faire un bilan de... déjà, comment retranscrire ça dans un papier et faire un bilan de la ferme. Dans ce bilan, justement, tu disais qu'il y avait beaucoup d'habitats différents sur l'exploitation, donc boisement, des prairies, des talus, des bocages, cours d'eau, etc. C'est ce qui fait la richesse des choses. C'est ça. Et est-ce qu'il y a eu des aménagements sur la ferme depuis que tu es installé pour les préserver? Non, puisqu'on avait beaucoup de choses à la base. On a plutôt pas détruit ce qu'on avait à la base. Est-ce qu'il y a eu même des améliorations des plantations C'est plutôt le fait d'avoir baissé l'intensification qui fait qu'on a augmenté les espèces. C'est pour ça que le paysan n'est pas copain avec l'écolo, puisque l'écolo, plus c'est pauvre, plus il va trouver des espèces, alors que le paysan, il veut des terres grasses et productives. Ouais. Parce que depuis que le système a été modifié, il y a beaucoup plus de variétés de plantes dans les prairies, par exemple? Ouais, ça a augmenté un peu dans les prairies, mais on a perdu les cultures. Avant, on avait un peu de culture, maintenant, on n'a pas. Donc, ça fait un habitat en moins. Et après, on a modifié peut-être un peu la gestion des talus, parce qu'au début, on traitait. Maintenant, on ne traite plus. Tout est fait à la débroussailleuse manuelle. Plus pâturage, puisque les animaux vont assez haut sur les talus. On fait attention à ce qu'ils ne détruisent pas les haies aussi. Et puis, on a laissé un peu plus la nature faire, en contrôlant moins. Quel est le genre de flore on retrouve dans les prairies? C'est des prairies naturelles, ça, non? Alors, elles ont toutes été semées un jour ou l'autre, donc on a toujours un peu de raigrats et de trèfle qu'on avait au départ, et après ça s'est étoffé.
Donc on va retrouver des agrostis, on va retrouver de la crételle, on va retrouver de la houlque, de la flouve, des raretés. On a une rareté qui s'appelle le Ordeum secalinum, l'orge de Sakhaline. D'accord. Qui est en liste rouge sur le département. Ah ouais. On a du vulpin qui apparaît de plus en plus, mais ça, je pense que c'est plus lié au réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on a? On a du cinson aquatique dans les prairies humides, qui est en liste rouge aussi. Et donc, tous ces habitats sur l'exploitation, qu'est-ce qu'ils apportent, d'après toi, d'un point de vue écologique, mais aussi sociétal? Strictement rien. C'est vrai. C'est joli. Et en fait, nous, on possède un bloc de terre sous le viaduc d'Aoulas, oui. Donc qui sert d'espace vert pour les habitants d'Aoulas. Et en fait, on a préservé la zone surtout pour eux. Voilà. D'accord. Donc il y a un chemin qui a été aménagé en 90, je crois. Dès qu'on avait acheté ça, c'est ma mère avait acheté ça en 90 suite au décès de mon père. Elle avait eu un peu de sous et on avait racheté ça. C'était en friche. Et on avait aménagé le sentier avec les habitants d'Aoulas. Et après, comme on s'est côtoyé beaucoup, pendant qu'on faisait ça, on a adapté un peu nos pratiques en fonction des gens, de leurs ressentis. Ouais, il y a quand même un gros côté sociétal derrière. Ouais. Moi je pense qu'il faut parler à la société. Donc ça s'est fait, cet endroit-là a été aménagé avec eux. Donc on voyait que quand on coupait un arbre, des fois ils étaient OK, des fois non. Quand on salopait la route, mais ils n'étaient pas contents. Et donc en fonction de ça, on a adapté nos pratiques. Et aujourd'hui, on a mis des jolies clôtures, les talus sont préservés, et puis je pense que les gens sont contents. Et on a des centaines de personnes qui se baladent sur le site tous les ans. D'accord. Et est-ce que donc cette compétence-là, botanique, est-ce que ça t'aide ou ça te rend meilleur dans ton métier d'agriculteur? Ça m'aide à accepter qu'il y ait d'autres espèces qui peuvent vivre sur la ferme. Par exemple? Là, on a 350 espèces végétales qui sont naturelles et qu'on accepte sur la ferme. Ok. Voilà. Et moi, ça m'aide à accepter ça, à ne plus dire ça c'est de la saloperie. T'as une idée en moyenne de nombre d'espèces qu'on peut retrouver dans les fermes en France? Si on est dans une prairie alpine, on sera à 700. Et ici, sur une ferme bretonne ordinaire, je pense qu'on est entre 200 et 300. Est-ce qu'en 25 ans, c'est ça, 97, ouais, à peu près, est-ce que tu as vu un gros changement au niveau de la flore? Surtout en 2022. Ah ouais, avec la sécheresse et les gros coups de chaud. Là, on a vu une grosse apparition de géranium. Et tu as vu beaucoup d'espèces disparaître? Sur la ferme, non. Ailleurs, oui. Ouais. Quand tu dis ailleurs, c'est où? Sur la commune ou dans les communes avoisinantes. Beaucoup d'espèces disparaissent à cause des excès d'azote. Ah ouais? Ouais, l'excès d'azote est souvent incriminé pour les algues vertes, mais ça modifie aussi beaucoup les milieux humides. Qu'est-ce qu'un agriculteur a gagné en préservant son bocage, par exemple, ou ses haies, ou ses talus? Déjà, lui, il verra des belles choses. Je pense qu'il y a un aspect esthétique qu'on oublie un peu facilement. Et puis moi, j'aime bien me balader sur ma ferme parce que je vais toujours voir un truc, quoi. On va voir un renard, on va voir une plante, on va voir un arbre, on va voir une atmosphère particulière. Voilà. Et même d'un point de vue confort aussi pour les animaux. Confort pour les animaux, longévité des animaux. J'allais dire, tu as joué dans un film, mais pas vraiment, c'était un reportage. Ouais. C'était un reportage qui est sorti en 2018. Ouais. Et il y avait une partie que j'ai trouvée assez intéressante. À un moment, tu parles de la façon dont ramener des gens dans les campagnes. Ouais. Et donc, c'était en 2018. Ouais. Aujourd'hui, on est en 2023. Le problème est toujours là, voire il s'amplifie. Ouais, parce que les fermes disparaissent. Les fermes disparaissent. S'agrandissent. Oui, et les gens ne veulent plus s'installer. C'est ça. Selon toi, comment ramener des gens dans les campagnes? Il faut leur ouvrir la porte. Tout simplement. Nous, on a installé en 2013 une maraîchère. Donc, c'est quelqu'un que j'avais rencontré à une sortie botanique. Et elle cherchait un terrain pour s'installer.
Donc elle a cherché, puis au final elle trouvait pas de terrain comme elle voulait, avec de l'eau, un petit hangar et de l'électricité. Donc on l'a prise avec nous et on lui a cédé 1,5 hectare de terrain. Donc on a créé une ferme dans la nôtre. Des poupées russes de ferme. C'est ça. Et du coup, elle a pu s'installer à moitié prix. Ouais. Parce qu'on lui a mis un petit local à disposition. Elle avait le tracteur de la ferme à disposition. Et elle verse un loyer, en fait? Elle a un petit loyer, mais c'est le loyer agricole et quelques heures de tracteur en plus. Ok. Et elle a l'eau, du forage. Donc voilà. Et plus tout notre accompagnement, au moins la première année. D'accord. Parce que c'était quelqu'un qui n'était pas issu du tout du milieu agricole. Donc il a fallu qu'elle apprenne les gestes les plus bêtes, quoi. Ouais. Tenir une fourche, tenir un outil, accepter qu'en hiver il pleut, accepter qu'en été, des fois il pleut pas. Ok. Et on l'a accompagnée là-dessus, tout du long. Donc qu'est-ce qu'elle produit? Alors c'est quelqu'un qui est en maraîchage diversifié, a produit une 50aine de légumes, et tout est vendu en panier à la fac de Brest et sur la ferme. Et suite à ça, elle a ramené un ami à elle qui cherchait un local pour faire une brasserie. Donc il voulait s'installer à mi-temps sur une toute petite entreprise. Et comme il venait de Brest, et à Brest les locaux sont chers, on a réussi à lui réaménager une grange pour qu'il fasse sa brasserie. Donc pareil, on a investi un peu, il a un tout petit loyer de 100 € par mois. Et puis il a un mi-temps à la brasserie. Il fait de la bonne bière? Ouais, je pense qu'il se défend très très bien. Et il y a un fromager aussi maintenant? Ouais. Alors en 2000 quand est-ce qu'il est arrivé? En 2019, il y a une maison du village qui s'est libérée, qui a été rachetée par un jeune couple qui avait la particularité de venir de New York. Elle est française. Et elle a un doctorat de français, donc elle fait de l'enseignement. Ok. Et Craig, lui, était américain. Là-bas, il était syndicaliste. Et il cherchait une activité manuelle. Donc, au départ, il a fait 1 fromage, 2 fromages, 3 fromages. Et puis, un dimanche, on a été convoqués pour monter le petit projet de la fromagerie. Et on a investi dans la fromagerie 20 000 € en 2020. On a tout fait nous-mêmes. C'est de l'argent que tu as investi toi-même? Donc tu l'as aidé financièrement aussi? Ouais. Et puis on se disait, comme ça, si lui arrête, on peut remettre quelqu'un à sa place sans dommage particulier. Donc il a démarré sa production en 2020. Et aujourd'hui, il s'en sort pas mal. Donc on est 5 sur la ferme. Merci beaucoup pour l'échange, en tout cas. De rien. On va aller visiter le conservatoire maintenant. Herborisez bien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et Spotify. Et vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le PBcast, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux du journal. À dans un mois!